Chers amis d'Omerta, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Béatrice Rosen. Bonjour. Qui est actrice franco-américaine, créatrice de contenu aussi sur votre chaîne YouTube. Vous avez un podcast, La vie en Rosen, sur votre chaîne YouTube, dont le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Béatrice. Et je reçois aujourd'hui Béatrice Rosen, en particulier parce qu'elle est l'un des contributeurs du dernier magazine d'Omerta, Trump, l'Empire contre-attaque. Et en tant que contributeur du magazine, je vais vous demander ce que vous avez pensé de la couverture de ce numéro. Alors déjà, je trouve que le magazine est très beau, la couverture est très belle. On comprend le suspense et l'enjeu que va être cette campagne électorale pour la présidence des États-Unis. On voit en couverture donc Trump avec le pansement, le fameux pansement sur l'oreille de sa première tentative d'assassinat, puisque on a assisté à une seconde, maintenant c'est officiel, une seconde tentative d'assassinat. On y voit l'enjeu pour la guerre en Ukraine, on y voit Emmanuel Macron qui se demande bien ce qui va se passer. On voit donc l'enjeu, le suspense, parce qu'en fait cette élection, ça va être un tournant majeur. Que ce soit Trump qui gagne ou que ce soit Kamala Harris qui gagne, ça va engendrer des conséquences majeures pour les États-Unis évidemment, mais pour l'Occident, pour l'Europe et pour le monde. Donc c'est vraiment un moment historique qu'on vit. Et voilà, bravo pour ce magazine. Merci. Alors on poursuit sur la thématique américaine. Vous êtes franco-américaine, vous avez vécu et travaillé longtemps aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays de la liberté d'expression, c'est le pays du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression absolue et pour tous. Deuxième tentative d'assassinat sur Donald Trump. Est-ce que, vous qui connaissez bien les Américains, est-ce que c'est quelque chose qui est... quelle est la réaction, à votre avis, des Américains face à ça? On assiste quand même à une radicalisation de la campagne électorale, à un antagonisme absolu et radical entre les deux formations politiques. Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que c'est concevable au pays de la liberté d'expression, des tentatives d'assassinat? Je pense que les Américains sont toujours traumatisés. Dans l'inconscient collectif, il y a toujours l'assassinat de Kennedy. Et ensuite, de Robert Kennedy, son frère. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui est toujours ancré dans la tête des Américains, que c'est une possibilité. Et en tout cas, en ce qui concernait Kennedy, ça a été le drame absolu qui a traumatisé des générations d'Américains. Donc, le fait que ça se passe non seulement une fois, mais deux fois pendant cette campagne présidentielle, je pense que ça montre, je pense que les Américains sont en état de sidération, de voir déjà la polarisation du pays, le vertige qu'il y a dans ce pays, de voir ces extrêmes qui ne se parlent plus, qui sont donc irréconciliables, et de voir, oui, la radicalisation d'une campagne où, pendant un débat télévisé, on a vu avec le débat de Trump contre Harris, où les micros sont coupés quand l'interlocuteur parle. Donc on en est à un point où finalement ce n'était pas un débat, ce débat. C'était des candidats qui étaient interviewés chacun leur tour. Parce que même ça, symboliquement, personne n'en a parlé, même dans le traitement médiatique, que ce soit américain ou français. Finalement, on appelle un débat ce qui n'est plus un débat. Parce que les gens n'arrivent plus à se parler. Donc je pense que les Américains sont en état de sidération, qu'effectivement les gens sont totalement radicalisés, sont dans un état de défense, de fight or flight, c'est-à-dire un état de survie. Et là, parce qu'il faut savoir que si ces tentatives avaient fonctionné, on n'est pas loin quand même, on n'est pas loin, enfin beaucoup de gens ont peur d'une guerre civile, c'est-à-dire que les gens soient incontrôlables. Si on tue un ancien président qui, de surcroît, est candidat à la prochaine présidentielle, enfin, on est dans une situation assez folle, en fait. Et je trouve qu'en France, le traitement médiatique minimise un petit peu la gravité de ce qui est en train de se passer en disant oui, presque oui, mais il l'a bien cherché. Encore une fois, moi, sans être
avoir une position partisane, il faut quand même être intellectuellement honnête. C'est gravissime ce qui est en train de se passer. Cette radicalisation, elle tient à la personne de Donald Trump ou c'est quelque chose de plus profond? Je pense qu'elle tient à sa personnalité. Évidemment, il est brut de décoffrage. Dans son premier mandat, personne ne croyait qu'il allait être élu. Il a pris tout le monde par surprise. C'est une icône pop à la base, Donald Trump. Moi, je me souviens, je suis arrivée, j'ai commencé à travailler, parce que je suis américaine, mais j'ai grandi en France, j'ai un petit peu alterné dans les deux pays. Mais la dernière fois que je me suis installée là-bas, c'était en 2004. C'était pile au moment où il commençait son show sur NBC, The Apprentice. Donc j'ai vu le début, les gens l'adoraient. C'était une icône pop. Il faisait un show, il représentait vraiment le rêve américain, parce que c'était une émission qui était sur la vie en entreprise et sur comment être le meilleur directeur d'entreprise, en fait, CEO d'une entreprise. Et donc, il y avait des équipes, etc. Et donc, c'était tout ce qu'incarnait l'Amérique, le travail, la réussite, l'argent, la performance, la méritocratie, puisque si vous ne performiez pas dans les épreuves de son émission, vous étiez viré. D'ailleurs, c'était la punchline, enfin la catchphrase de l'émission, « You're fired ». Et donc, voilà, il incarnait un petit peu la caricature américaine qu'on peut avoir de ce pays. Et en fait, personne ne l'attendait comme président, comme politicien. Et encore moins, certainement, du côté républicain. Puisque, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas... on en parlait lors de notre dernière interview, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une vie très conservatrice. Donald Trump. Il a été marié 4 fois, il a des enfants de plusieurs femmes, il a fréquenté, c'est un ancien démocrate, il a fréquenté beaucoup de grandes figures démocrates, dont les Clinton, etc. Donc voilà, il a surpris tout le monde, il a une personnalité très cash, vulgaire, sans filtre. Et donc, je pense que oui, c'est dû aussi à sa personne, mais il y a aussi dans la société une polarisation. Les républicains se sont polarisés autour de problèmes de société et les démocrates ont été un peu pris en otage, à mon avis, par le mouvement wokiste. Voilà. La dernière fois, vous nous disiez que vous étiez à la base plutôt démocrate et qu'aujourd'hui, compte tenu des prises de position du Parti démocrate sur les questions sociétales en particulier, vous aviez plutôt rejoint le parti un peu d'indépendant ou d'observateur. Est-ce que cette élection voit, comme ce fut le cas pour vous, le départ d'une partie de l'électorat démocrate, peut-être racisé, vers le camp républicain, vers Donald Trump, sur justement les questions sociétales? C'était déjà le cas lors du premier mandat de Donald Trump. Il y avait des hispaniques. Pour moi, c'est problématique de faire des cases en fonction de la race des gens. Ça m'a toujours posé un problème. Même quand on va aux États-Unis, vous savez, vous avez des formulaires à remplir et on vous demande votre origine ethnique. Moi, ça m'a toujours dérangé de même remplir les cases. Je trouve ça vraiment offensant, pas d'une façon woke, mais vraiment juste, je suis humaniste et universaliste, et donc vraiment, ça me dérange de voir la société comme ça. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des cases comme ça. Et donc, c'était déjà le cas lors de son premier mandat. Beaucoup d'hispaniques, beaucoup de noirs américains trouvaient que ses positions à lui, contrairement à la caricature qu'on peut en faire, étaient plus adaptés parce qu'ils étaient plus conservateurs, pour des raisons peut-être religieuses aussi, étaient plus attirés par son camp à lui. Moi, je suis typiquement
dans le cœur de cible des débats qu'ils organisent à la télévision, puisque ces débats-là, ils ne sont pas faits pour les gens, pour l'électorat 100% démocrate, puisque les démocrates actuels savent qu'ils vont de toute façon, quoi qu'elles disent, voter pour Kamala Harris, et les républicains bien ancrés vont, quoi qu'ils disent, voter pour Donald Trump. Les débats visent les indécis, les abstentionnistes, les États clés, dans lesquels, voilà, à 10 000 personnes votant près, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Il y en a beaucoup des abstentionnistes, des gens, des indécis justement? Je pense qu'il y en a pas mal. Alors, il y a Robert Kennedy Jr. qui s'est présenté en tant qu'indépendant, qui était démocrate jusqu'en octobre dernier, qui a quitté le Parti démocrate et finalement, je me reconnais assez bien dans son parcours, c'est-à-dire que je suis une ancienne démocrate, mais old school, qui avait les valeurs de l'ancien Parti démocrate, la justice sociale, la diplomatie, la paix, la lutte contre la corruption, contre la censure, pour la liberté, pour une façon de vivre ouverte, etc. Toutes ces valeurs-là qui ne sont plus tellement représentées par le Parti démocrate actuel, qui a été donc prise en otage, à mon avis, par le wokisme, qui est du coup pour la censure, pour imposer, même on l'a vu pendant la crise sanitaire, qui a eu une gestion extrêmement coercitive, donc le contraire de la liberté et le choix. Donc, le champ politique s'est complètement éparpillé et pratiquement inversé à l'heure actuelle. Donc, je suis le cœur de cible de leurs débats et donc je regarde les débats en me disant, voilà, quels sont leurs programmes, qu'est-ce que ces gens vont proposer et qu'est-ce que je vais choisir. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, un petit peu orphelins, qui ne se reconnaissent plus ni dans le parti traditionnel républicain, ni dans le parti démocrate actuel. Vous parliez tout à l'heure du débat Kamala Harris-Donald Trump. Vu de France, quand on lit ce qu'on a pu lire dans la presse, c'est que Kamala Harris avait écrasé Donald Trump. Est-ce que vous avez regardé ce débat et est-ce que vous souscrivez à cette analyse? Alors, j'ai regardé ce débat. On en a fait un débrief avec Idriss Aberkane sur sa chaîne YouTube. J'ai donc tout regardé, j'ai essayé de tout analyser. Je ne suis pas aussi certaine que Kamala Harris ait gagné ce débat. Je pense qu'elle a surpassé les attentes. C'est-à-dire que pendant 4 ans, elle était tellement mauvaise en interview que le parti républicain la moquait et que le parti démocrate ne voulait plus la montrer et donc l'empêchait de faire des interviews et l'avait un petit peu placardisée. Donc quand est arrivé ce débat contre Trump, je pense que tout le monde avait peur. C'est-à-dire que les démocrates tremblaient que ce soit aussi catastrophique que le débat avec Biden. Et je pense que les républicains l'ont totalement sous-estimé. Et je pense que Donald Trump lui-même et sa campagne ont sous-estimé Kamala Harris, qui a eu un média training de 5 jours, vraiment, il paraît en autarcie. Et c'est quand même une femme intelligente qui a su apprendre de ce média training. Bon, il y a des rumeurs qu'elle aurait eu les questions, qu'elle aurait eu une oreillette, etc., etc. Même si cela est vrai, elle a quand même surpassé les attentes. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, je n'en sais rien et on verra au fur et à mesure des jours ce qui va sortir dans la presse. Mais de toute façon, elle a surpassé les attentes des gens. Elle a été meilleure que prévu. Et ça a choqué tout le monde et donc les gens ont eu tendance à dire qu'elle avait gagné juste pour ça. Mais finalement, quand on regarde de plus près sur le fond, il faut dire aussi que tout le débat avait été organisé pour neutraliser les points forts de Donald Trump, c'est-à-dire couper les micros, ne pas lui permettre d'être spontané, ce qui est son grand point fort, ne pas lui permettre d'avoir de la répartie, ce qui est son grand point fort. Les questions posées, ce qui est quand même hallucinant pour nous en France, quand on a un débat avec des politiciens, c'est la même question pour tous les débatteurs. Là, les questions ont été faites sur mesure pour lui et sur mesure pour elle. Donc, ce n'étaient pas les mêmes questions. Et il y avait des questions qui étaient totalement à charge pour lui. Encore une fois, il faut être intellectuellement honnête. Quand on regarde les questions qui ont été posées, il n'y avait pas vraiment de neutralité de la part des modérateurs.
Le fact-checking ne s'est adressé qu'à Donald Trump et pas à Kamala Harris, alors que depuis, on voit qu'elle se contredisait par rapport à des interviews précédentes. Donc ça, les modérateurs n'ont pas du tout relevé. Donc c'était un petit peu abusé, un petit peu scandaleux, les conditions du débat. Mais sur le fond, je trouve qu'il n'est pas tombé dans les pièges qui auraient pu être d'être très méprisant, d'être sexiste, d'avoir des propos outranciers, racistes, etc., etc. Il n'est pas tombé dans ces pièges-là. Donc les gens l'ont trouvé un peu en dessous dans les commentaires, mais je trouve qu'il a géré intelligemment sur le moment avec les conditions qu'il avait, en fait. Dans ces conditions-là, je ne pense pas qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et je pense qu'elle, en revanche, n'a pas répondu sur le fond. On ne sait rien de son programme encore à l'heure actuelle. Rien. De ce débat n'est rien sorti, alors que lui s'est positionné beaucoup plus clairement, que ce soit sur l'économie, sur les guerres dans le monde, sur tout un tas de sujets. On a l'impression que sa stratégie lors du débat, c'était justement de s'adresser à ceux dont vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire les indécis, qui s'attendaient peut-être à un Trump outrancier et qui l'ont trouvé peut-être finalement assez mesuré, assez équilibré. Oui, je pense qu'en plus, il a perdu beaucoup de temps. Finalement, comme les modérateurs ne faisaient pas le fact-checking de ce que disait Kamala Harris, il perdait sur ses temps de réponse. Il perdait son temps au lieu de trouver des arguments pour convaincre sur le programme. Il était obligé, finalement, il s'est retrouvé obligé de contredire ce que venait de dire Kamala Harris. Par exemple, quand elle s'est contredit sur les armes à feu, quand elle s'est contredit sur la politique énergétique concernant le gaz de schiste, où elle a dit qu'elle n'interdirait jamais le fracking, alors qu'elle avait dit qu'elle interdirait le fracking dans une autre interview. Si vous voulez, encore une fois, il faut être honnête intellectuellement. Voilà. Il faut, on ne peut pas mentir et accuser qu'un seul camp de fake news quand manifestement l'autre camp aussi a raconté des fake news. Il y a un deux poids deux mesures, vous voulez dire Oui, je pense qu'il y a un gros deux poids deux mesures. Et je pense qu'en fait, ce n'est pas argument contre argument, c'est manipulation de l'opinion contre manipulation de l'opinion. Donc finalement, ça rend les campagnes électorales vraiment assez nauséabondes, insupportables finalement, et hystériques, et ça mène à la violence. Je pense vraiment c'est tout ce processus-là qui mène à la violence. Parce que quand on n'est plus sur les idées, quand on n'est plus sur des débats d'arguments, on tombe dans l'hystérie, dans l'insulte et donc au final dans la violence. Vous croyez, vous disiez, vous parlez de guerre civile, vous êtes convaincu que c'est possible aux États-Unis, que la société américaine est à ce point fracturée, à ce point antagonisée ? J'espère pas, mais ça fait un bon moment que les gens sont tellement polarisés. Je vous dis, les gens n'arrivent plus à se parler, en fait. Il n'y a plus de débat possible. Même dans les débats, ce ne sont pas des débats. Donc, c'est vraiment très compliqué. Je pense que si Trump est physiquement éliminé, je pense que ce serait une très mauvaise nouvelle pour tout le monde, en fait. Parce que ce soit lui ou un candidat de l'autre camp. Hein. Je pense que si la violence devient à ce point extrême, ça va générer des situations extrêmes dans tout le pays, en effet. Quand vous viviez aux États-Unis, est-ce que vous considériez qu'il y avait plus de liberté d'expression que ce qu'on avait en France il y a 15 ans ? Oui, je pense que dans tout l'Occident, on fait face à une dérive qui va de plus en plus vers une restriction de la liberté d'expression. On le voit partout. On le voit au Brésil où ils ont interdit le réseau social X. On l'a vu, on le voit en France. La crise du Covid a été un événement pivot pour moi sur la liberté d'expression. Carrément, on interdisait certaines positions, même chez des médecins, même chez des scientifiques. Si vous ne faisiez pas partie d'un consensus et d'une pensée unique, vous étiez supprimé de l'espace médiatique, voire de votre profession, c'est-à-dire attaqué dans les juridictions ordinales, etc. Donc, c'est allé quand même très, très loin.
Les journalistes, pareil. Et puis plus ça va, plus ça s'élargit. Donc c'est aux États-Unis, mais c'est pas que aux États-Unis, c'est dans tout l'Occident. En France, on le voit en Grande-Bretagne depuis cet été, où pour des tweets, les gens peuvent se retrouver non seulement en garde à vue, mais en prison, où ils vident des prisons pour pouvoir faire de la place pour mettre des gens qui ont simplement dit des choses sur un réseau social. Donc il y a une vraie dérive. On a mis en garde à vue le patron de Telegram. Alors bon, la justice suit son cours et on verra, mais c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. La liberté d'expression est menacée. L'Arcom a supprimé la C8 pour la donner finalement à des amis du pouvoir. Donc tout ça est fait en plein jour et on a l'impression de cauchemarder en fait. On dit toujours que ce qui se passe en France ou en Europe, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis 10 ans avant. Vous êtes d'accord avec ça? Les Américains sont la locomotive de ce changement en matière de liberté d'expression? Je pense que c'était vrai. Je pense qu'on a accéléré la cadence et que là, vraiment, il y a une concomitance des choses qui est parfois en plus surprenante, un petit peu, encore une fois, comme pendant la crise sanitaire, où on voyait la même politique appliquée dans plein de pays, alors que parfois les données n'étaient pas les mêmes. Donc c'était quand même assez surprenant. Donc on en arrivait à se demander, est-ce qu'ils sont conseillés par les mêmes personnes? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se mettent d'accord? C'est très étonnant. Il y a une concomitance qui est vraiment étonnante et qui pose question. Donc je pense qu'on est plus aussi en retard par rapport aux États-Unis. Peut-être sur le wokisme, oui, ils avaient beaucoup d'avance. Mais petit à petit, on accélère notre rattrapage, si vous voyez ce que je veux dire. Alors Thierry Breton, le commissaire européen, vient de démissionner. On sait qu'il s'est rudement opposé à Elon Musk et au réseau Twitter pour tenter de le réguler dans l'espace de l'Union européenne. Là, apparemment, c'est un désaccord qui concerne la gouvernance d'Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que vous pensez de cette démission et aussi peut-être de ce qu'il avait entrepris de faire en matière de contrôle et de régulation des réseaux sociaux? Je pense que cette démission, elle est due à plusieurs facteurs. Donc déjà, il avait envie d'être à la place il avait postulé pour être à la place d'Ursula von der Leyen. Finalement, elle a été reconduite pour un second mandat, donc il devait peut-être y avoir quelques petites frictions personnelles s'il voulait sa place. Ensuite, elle l'a désavoué quand il avait critiqué Elon Musk et que même le Congrès américain avait écrit à l'Union européenne en disant à l'Union européenne de rester à sa place et de ne pas faire d'ingérence dans la campagne électorale américaine quand Thierry Breton avait demandé de façon un petit peu brutale à Elon Musk de ne pas diffuser l'interview de Donald Trump. Donc on voit les ingérences et que ce qui se joue à la tête de l'Union européenne est un peu plus complexe que ce qu'il a dit dans sa lettre de démission. Ensuite, il ne démissionne pas à un moment anodin. On est en pleine formation d'un gouvernement en France. Ceci dit, après presque 2 mois et demi sans vrai gouvernement, puisqu'on avait un gouvernement démissionnaire depuis la dissolution, ce qui est quand même une très longue période avant d'avoir un nouveau gouvernement. Et il démissionne donc de son poste de commissaire européen au moment où en France, on est en train de fabriquer un nouveau gouvernement. Donc on se demande si on ne va pas le revoir, le voir émerger au sein de ce nouveau gouvernement, et si ce n'est pas pour avoir un poste de ministre qu'il a démissionné, on le saura peut-être bientôt, dans les prochains jours. Donc ce qui est inquiétant, ça a été un artisan pour moi, du muselage de la liberté d'expression avec le DSA,
le Digital Service Act qu'il a fait passer à l'Union européenne. Évidemment, c'était toujours pour des raisons consensuelles, de protection des citoyens sur Internet, etc. Mais en fait, on voit que, moi je suis pour, qu'il n'y ait pas de dérive sur Internet, pas d'arnaque, pas de pédopornographie, évidemment, il faut lutter contre ces choses-là. Mais concrètement, on voit que c'était plus au nom de la désinformation. Mais qui décide de ce qui est une désinformation, de ce qui est faux, de ce qui est vrai? Quel est le ministère de la vérité qui a été mis en place? Qui sont ces fameux signaleurs de confiance que le DSA a mis en place pour contrôler ce qui est vrai et ce qui est faux en ligne? Est-ce que ces gens sont politisés? Et est-ce que ce n'est pas finalement un agenda politique de faire taire des dissidents? Voilà. Est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation des causes consensuelles pour simplement faire taire des dissidents un petit peu gênants, ce DSA? Donc, Thierry Breton, on va voir où il va être recasé, recyclé, renommé dans les prochains jours. Et on voit qu'à la place de Thierry Breton est nommé par Emmanuel Macron et par Michel Barnier, qui, dans un article de Le Monde qui est sorti aujourd'hui, Le Monde dit que Michel Barnier s'est associé à la décision du président de la République de nommer Stéphane Séjourné à la place de Thierry Breton. Donc on voit que c'est un macroniste pur qui remplace un autre macroniste comme commissaire européen. Et on voit donc que Michel Barnier s'associe à cette décision. Donc, bon, on veut nous faire croire, encore une fois, dans l'espace médiatique, que Michel Barnier est totalement indépendant du président de la République pour former son gouvernement. Bon, il a quand même repris le directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Maintenant, il s'associe à Emmanuel Macron pour nommer Stéphane Séjourné, pour approuver la nomination, en tout cas. Bon, est-ce que quelque chose va changer avec ce nouveau gouvernement? Et est-ce que finalement, Michel Barnier n'est pas juste la continuité du macronisme? Moi, je pense que oui. Mais... On dit qu'aux États-Unis, il y a un establishment. Est-ce qu'il y a un establishment à la française? Est-ce que ça existe en France? Je pense que c'est difficile de le nier maintenant. Surtout là, ces derniers jours. Les gens qui disaient ça, jusqu'à présent, étaient traités, évidemment, comme d'habitude, de toutes les étiquettes infamantes, habituelles, complotistes, etc., etc. Mais en fait... toutes leurs actions donnent raison aux gens qui disaient ça. Voilà, les médias mainstream vont tous dans le même sens. Il y a une espèce de pensée unique. Là, on voit que tout le monde s'associe sur les mesures. En fait, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'opposition. Où est l'opposition maintenant en France ? Avec Internet, les gens, quand même, vous parliez de dissonance, de dissidence. Internet a offert au grand public des moyens nouveaux de s'informer. Vous y participez avec votre chaîne YouTube et votre podcast, les émissions auxquelles vous participez sur différentes chaînes YouTube, dont celle d'Idrissa Berkane. Cette liberté plus grande de s'informer s'accompagne en parallèle d'une restriction, peut-être dans les médias mainstream, de point de vue, en fait. On n'a plus accès qu'à... La doxa est quand même omniprésente dans les médias mainstream, et donc pousse les gens à aller sur Internet chercher de l'information ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater? Ça fait partie de l'évolution sur les 10 dernières années? Oui, et c'est justement pour ça que je pense que tous ces médias alternatifs et ces réseaux sociaux dérangent profondément le pouvoir. On est à une époque, évidemment, toutes les époques ont vu ça, mais maintenant avec la technologie offre une liberté, une diversité d'opinions. Et je pense que cette diversité d'opinions, à une époque de guerre de l'information, dérange profondément les establishments. Et donc... ils veulent contrôler ça. Et la meilleure façon de mettre des restrictions, c'est de dire que ces restrictions sont faites au nom du bien,
marque, au nom pour notre bien, pour lutter contre des choses horribles, évidemment, contre le terrorisme, contre la désinformation, contre la pornographie à outrance, etc. etc. Et donc, je pense que pour des gens qui veulent contrôler l'information, c'est pas une bonne nouvelle. Les médias alternatifs, les points de vue différents qui sont développés avec des arguments et non pas des étiquettes infamantes, c'est un danger pour la pensée unique. Parce que finalement, si vous regardez le champ politique aujourd'hui, il n'y a que le vernis qui est différent. La couleur du vernis est différente, mais finalement, ils s'accordent tous sur les politiques. Qu'est-ce qui va changer? En fait, on a eu une dissolution, mais qu'est-ce qui va changer avec ce gouvernement? Ce sont les mêmes, ce sont comme des chaises musicales. Ils recasent les... Je disais dans une de mes vidéos récentes, le pays est tenu, peut-être depuis ma naissance, par 100 personnes, une grosse centaine de personnes qui changent de poste, mais ce sont toujours les mêmes qui s'accaparent et qui gardent le pouvoir. Et finalement, rien ne change. On va toujours dans la même direction, toujours plus en direction d'une Europe fédérale et de moins en moins de souveraineté nationale. Et voilà, rien ne change. À propos du paysage audiovisuel, qu'est-ce qui, à votre avis, dérange tant chez CNews ou C8, puisqu'on voit qu'il y a une convergence des macronistes et de l'extrême gauche pour taper matin, midi et soir sur ces deux chaînes, alors que, rappelons-le aussi, dans le groupe Canal, il y a Canal+, il y a aussi des animateurs plutôt classés à gauche, il y a Mouloud Achour, il y a Daphné Burkli, etc. Ça n'est jamais rappelé que ça existe au sein du groupe Bolloré. On focalise sur CNews et C8. Pour quelle raison ? Je pense que c'est surtout Cyril, à travers C8, c'était surtout Cyril Hanouna, à mon avis, qui était ciblé. Moi, je trouve la décision de l'Arcom absolument scandaleuse. Je pense qu'elle outrepasse totalement son champ d'action. Alors on va me dire, oui, mais il y a eu des sanctions. Oui, mais on ne peut pas être jugé parti. C'est-à-dire que c'est la même personne, c'est la même organisation, institution qui a pris la décision d'arrêter C8 qui donnait les sanctions. Donc, est-ce que les sanctions n'ont pas été données pour pouvoir constituer un dossier, pour pouvoir interdire C8 ? Enfin, on peut regarder les choses dans les deux sens. Donc, moi, je trouve cette décision scandaleuse. Je pense que Cyril Hanouna est un personnage dans le paysage audiovisuel, mais pas que, assez influent. Et que ça peut faire peur, encore une fois, à une époque de guerre de l'information. Je pense qu'il a été le premier à donner la parole aux Gilets jaunes. Je pense qu'il a été un des seuls à donner la parole à des gens qui avaient, dans la crise sanitaire, une vision qui ne faisait pas partie de la pensée unique. Sur l'Ukraine, c'est pareil, il a donné la parole à plusieurs positions, enfin sur toutes les crises en fait. Et je pense que ça peut déranger. Et qu'il y a peut-être aussi Bolloré qui dérange pour des raisons. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que voilà, on s'attaque à ce milliardaire-là, mais tous les médias sont détenus par des milliardaires. Donc finalement, si on était dans une logique de démocratisation de l'information, dans ces cas-là, on s'attaquerait à tous les groupes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous dites que c'est... les macronistes et l'extrême gauche qui se sont alliés pour faire tomber C8 et CNews. Je pense que les macronistes, encore une fois, ce n'est que mon avis, je ne représente pas la chaîne ou quoi que ce soit. Je pense que les macronistes ont été plus malins. Ils ont fait porter le chapeau à l'extrême gauche. Je pense que ça les arrange évidemment aussi. Et je pense... c'est mon avis, qu'ils sont évidemment derrière cette décision. Et d'ailleurs, les gens qui récupèrent la fréquence sont proches du pouvoir. Donc, voilà. Alors, vous parlez de Cyril Hanouna, il y a ces personnalités qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il faut quand même reconnaître que vous y avez longtemps participé. Il y avait une pluralité sur le plateau de « Touche pas à mon poste »,
qu'on ne retrouve pas, même sur des sujets politiques, avec des invités politiques, etc., qu'on ne retrouve pas sur les plateaux de France Inter, de France Culture, ou des émissions de chaînes publiques ou privées. Est-ce que c'est ça qui lui est reproché finalement? Est-ce que ce qui lui est reproché, c'est de trop donner la parole à des gens qu'on voudrait cornériser en permanence? Je pense que l'éventail, effectivement, des opinions est beaucoup plus là. Évidemment, il n'est pas total, mais il est beaucoup plus large qu'ailleurs. Et oui, je pense qu'il y a des gens qui ont eu la parole dans cette émission qui n'arrangent pas Encore une fois, on est dans une guerre de l'information. Pour vous, c'est clair? Pour moi, c'est clair. Il y a une pensée unique qu'il faut avoir. On change juste le vernis pour faire semblant qu'il y a une diversité d'opinions et on balance parfois des petits... pas des petits, des sujets très importants, mais des sujets sociétaux pour cliver, pour donner l'illusion qu'il y a une diversité d'opinions dans le champ médiatique. Mais finalement, le paquebot continue d'avancer dans la même direction. Et il n'y a que le vernis qui change avec... pour moi, c'est un petit théâtre. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être complotiste, d'imaginer. Mais quand on regarde, pas dans la forme, mais dans le fond, ce qui est proposé, tout va quand même dans le même sens, plus ou moins rapidement. Mais tout va dans le même sens. Donc oui, je pense qu'un éventail plus large d'opinions dérange. On l'a vu pendant la campagne des européennes et des législatives. Surtout des européennes, je pense que c'était assez flagrant. Il y a des gens qui n'ont jamais eu droit à la parole. Où on les invitait à 6h du matin pendant 3 minutes. Et encore une fois, l'ARCOM avait bon dos, parce qu'on disait oui, mais c'est les règles de l'ARCOM, on n'a que 3 minutes. En fait, les règles sont faites pour verrouiller le champ démocratique. Et ça se voit de plus en plus, je trouve, grâce peut-être aux médias alternatifs et à Internet. Le champ politique est totalement verrouillé. Il y a des sujets qui sont totalement tabous. On pourrait parler du Covid, mais quels sujets, à votre avis, sont les plus interdits, les plus tabous en ce moment? La remise en cause, en fait, de l'Union européenne est un sujet totalement tabou. Moi, en plus, je n'ai pas d'idéologie sur le sujet, donc c'est même pas la peine si les gens veulent me corneriser. Moi, je suis pragmatique. À la base, je trouvais que l'Union européenne, effectivement, quand j'étais plus jeune et que je m'intéressais moins au fond des choses, ce que je fais plus depuis la crise du Covid, où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un très gros problème. Moi, je suis pour l'ouverture, pour la coopération des nations. Moi, j'ai vécu partout, je suis ouverte sur le monde, j'aime les cultures différentes, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas, quand on voit que la France est toujours le dindon de toutes les farces, à un moment, il faut quand même poser des questions. Juste de façon pragmatique, sans tabou, sans idéologie. Si ça ne marche pas, il faut penser autre chose, autrement. Donc voilà, ça c'est un vrai tabou. Et on n'a pas le droit de dire ce que je dis là sans se faire insulter, dire toutes les étiquettes infamantes habituelles. Et tous les gens qui ont eu ces interrogations-là n'ont pas été invités sur les plateaux de télévision, ou très peu, ou alors à des heures où tout le monde était couché, pour être sûr que personne ne les voit. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un problème. C'est comme sur la présidentielle américaine. Donald Trump a déjà perdu et il faut qu'il perde, quoi. C'est quasiment exprimé dans ces termes-là, quoi, sur toutes les chaînes. Et c'est intéressant parce que pour revenir à ce débat qui n'était pas un débat entre Trump et Kamala Harris, le traitement médiatique en France, j'ai regardé un petit peu toutes les chaînes et ce que les gens disaient de ce débat, ce que les journalistes et les experts, tout le monde est expert en expertise, mais finalement, personne ne fait jamais de démonstration. Ils donnent tous des impressions, des opinions. Ah oui, lui, il a été mauvais, ou elle a été formidable, ou il était horrible, ou odieux. Mais ce ne sont pas des démonstrations de dire ça. Il faut quand même ancrer ses opinions déjà dans du factuel et dans une vraie démonstration, ce qui n'est pas fait.
Je trouve que ce n'est pas fait du tout. Alors, je vous ai fait réagir à la couverture du magazine. Je vais vous faire réagir à la 4e de couverture. Je fais un petit teaser. Il s'agit du prochain documentaire réalisé par Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction d'Omerta, et qui concerne les ingérences américaines en France. Qu'est-ce que vous évoque cette photo de De Gaulle, Jacques Chirac et d'Emmanuel Macron? Ça m'évoque, déjà de voir ces 3 photos, ça m'évoque un déclin continu. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération, évidemment, qui n'a pas connu le général de Gaulle, mais franchement, je le regrette. Je le regrette profondément parce qu'on se rend compte à quel point on est dans une chute de niveau, et on croit, à chaque nouveau président, on croit qu'on ne peut pas faire pire, en fait, et on continue de creuser, et c'est vraiment terrible. C'est triste. Moi, je suis moitié française, moitié américaine. Donc, ce sont vraiment mes 2 pays. J'aime ces 2 pays. Je veux que ces 2 pays, je veux que les États-Unis restent les États-Unis, avec tout ce qu'il y a de magnifique aux États-Unis. L'énergie, le rêve américain, le côté positif, les valeurs de travail, de méritocratie, d'excellence. C'est beau. Ça peut être très beau. Et j'aime la France, j'adore la France, l'histoire de France, le patrimoine français, les gens. J'ai jamais autant aimé les gens que depuis 4 ans en France. Donc voilà, j'ai envie que ces 2 pays continuent à exister pendant longtemps et qu'ils ne perdent pas leur âme et leur histoire. Et donc voilà, quand je vois le drapeau américain, ça m'émeut toujours. Quand je vois le général de Gaulle, ça m'émeut toujours. Et puis après, quand je vois où on en est et la présidence et les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, à titre personnel, je n'ai évidemment rien contre cet homme, mais le bilan, pour moi, est catastrophique. Donc ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour mon pays, et pour moi, pour mes enfants, pour mes grands-parents, voilà. Béatrice Rosen, merci pour ce nouveau grand entretien. Chers amis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo et d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de Béatrice Rosen. À très vite.